Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. On est toujours dans mes 13 premières lectures du mois de septembre, puisque 13 livres en 13 jours, ça fait 13 livres et ça fait beaucoup de livres à vous montrer en update. Mais normalement, comme le dernier update, il devrait être assez court puisqu'on est sur des petits livres jeunesse. Pour la plupart ici, c'est des suites de sagas, c'est même que ça, je crois. Oui, c'est 4 suites de sagas. C'est une saga dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, du coup je vais pas m'étaler non plus, ça reste des petites sagas jeunesse. Je me suis éclatée à lire tout ça début septembre, franchement c'était très cool, c'était un très très bon début de Pumpkin pour moi. Bref, on va pas s'étaler sur cette intro. 4 livres dans ce vlog, j'allais dire, pas du tout, dans cet update. Et le premier c'est La vie de château. Le tome 5, Le fantôme de Versailles, de Clémence Madeleine Perdia et Nathaniel Limy. Et si j'avais su, j'aurais regardé ce livre pour un petit côté Halloween parce que je m'attendais pas, malgré le titre, à avoir réellement un fantôme ici. Puisqu'ici on est en contemporain pur depuis le début de la saga. On suit Violette, une petite fille qui malheureusement au début du tome 1 perd ses parents dans un attentat à Paris. Et donc après on suit l'évolution de sa vie après ça, comment elle gère ça, où elle va, qu'est-ce qui se passe, qui s'occupe d'elle, et donc principalement son oncle Régis, le frère de sa mère, qui va un peu récupérer cette petite fille. Pour lui non plus c'était pas prévu, pour lui aussi c'est un chamboulement dans sa vie. Bien sûr qu'il a envie de l'aider, bien sûr voilà, c'est sa nièce, il veut l'élever, il veut l'éduquer, il veut la récupérer, mais ça chamboule quand même vachement sa vie alors que c'était pas du tout prévu, vous voyez. Et donc c'est ça qu'on va suivre, et ça se passe un peu autour du château de Versailles puisque Régis travaille au château de Versailles tout simplement. Et ouais, du coup avec ce point de départ là et donc les 4 premiers tomes que j'ai lus où on suit la vie de Violette et Régis, l'évolution, la mise en place, tout ça, je m'attendais pas à avoir réellement un fantôme ici. Et pourtant c'est le cas, Violette va réellement rencontrer un fantôme dans le château. Donc ça a un petit côté Halloween, même si on n'est pas sur un fantôme méchant et on n'est pas sur... comment dire, on voit pas le fantôme à toutes les pages, hein, on le voit 2 ou 3 fois max dans le bouquin. Après ça reste un tout petit livre jeunesse qui fait 90 pages. Donc voilà, et on a des grandes illustrations comme ça. J'aime beaucoup les objets livres ici, et je vous avais montré le livre, il me semble. Je le trouve très beau, vous voyez la couverture est sur l'avant et l'arrière du bouquin, et aussi sur les rabats, je vais vous montrer. Vous voyez, comme ça. Enfin, je sais pas, je trouve ça magnifique. Et donc ici, en gros, on va suivre Violette et ses amis qui, dans ce tome-là, vont se mêler de la vie des adultes. Il y a 2 adultes qui travaillent au château, que Violette et ses amis côtoient, donc certains de ses amis sont les enfants d'un de ses adultes d'ailleurs, et voilà, Violette et ses amis ont capté qu'il se passait des trucs entre les 2 adultes, vous voyez, ils se font des yeux doux, ils bégayent, ils bafouillent quand ils discutent, etc., ce qui pour les enfants sont des signes d'amour. En gros, les 2 adultes sont tombés amoureux, sauf que les 2 adultes sont trop bêtes pour le dire, ou trop fier. Quand on est adulte, évidemment c'est un peu plus compliqué quand t'es adulte, t'as des enfants, etc. Et donc les enfants décident de se mêler de leur vie et de faire en sorte que les adultes se parlent de leurs sentiments en fait. Franchement j'ai trouvé ça hyper cool, c'est hyper mignon, il y a un fantôme au milieu de tout ça comme je l'ai dit, et on suit toujours Violette qui repense parfois à ses parents, à sa mère, à ses souvenirs, etc. C'est assez bien fait parce que quand t'es en deuil, déjà ça prend du temps, c'est différent pour chaque personne, c'est différent pour c'est différent en fonction des personnes que t'as perdues, en fonction de la relation que t'avais avec la personne qui est disparue, vous voyez, enfin qui est morte du coup. Et t'y penses pas 100% du temps. Au début, oui, tu ne penses qu'à ça, et c'est un gros trou dans ta vie, mais plus le temps passe et plus ça va être à des moments parfois tristes, parfois heureux. Et moi, par exemple, pour certains deuils que j'ai eu à faire, je suis arrivée à un stade où quand je pense à ces personnes, je souris. C'est le cas là, par exemple, vous voyez. J'ai aussi un petit peu les yeux mouillés, mais principalement, c'est des souvenirs heureux.
Et parfois il y a des retours en arrière où tu rechutes, tu vois un truc, tu penses à un truc et tu fais une crise absolument horrible. Enfin, vraiment, je me mets dans des états pas possibles. Mais voilà, le deuil c'est pas linéaire du tout. Et c'est ça qu'on a aussi dans cette saga. Et je trouve ça très cool enfin, la manière dont c'est fait. Évidemment, le deuil est pas cool, mais la manière dont c'est fait et dont c'est montré ici, c'est vraiment chouette. Et c'est pour les enfants, c'est vraiment cool. J'adore cette saga. Ensuite, j'ai un peu continué dans le côté Halloween puisque je suis partie avec Amelia Fang, la vampirette. Ici le tome 5, le trésor des Yétis de Laura Ellen Anderson. Donc dans cette saga, on est la nuit. J'ai eu particulièrement du mal ici à comprendre les journées des personnages ici puisque on est donc avec Amelia la vampirette et ses amis. Sa meilleure amie, l'une de ses meilleures amies est une Yéti et l'autre est le fils du faucheur. Tout simplement, écoutez, voilà. Et donc en fait, ils vivent la nuit. Ils se lèvent quand le soleil se couche et ils vont dormir quand le soleil se lève, à l'inverse, vous voyez. Mais il y a aussi des fois, comme nous, où il fait jour, mais techniquement c'est le soir tard pour eux et donc ils restent réveillés. Il y a pas mal d'éléments comme ça. Enfin, j'ai trouvé ça bizarre, genre de dire que la fête dure jusqu'à minuit, bah c'est midi pour eux en fait, donc ça ne veut pas dire grand chose. Enfin, ou à moins que ce soit le lendemain midi. Enfin, je sais pas, j'ai eu un peu de mal avec cette notion de temps dans ce tome là particulièrement, mais en gros on suit des personnages, donc des vampires et ce genre de choses, qui vivent la nuit et qui dorment le jour. On a un peu un espèce de parallèle entre le monde du jour et le monde de la nuit, notamment dans le premier tome, où pour eux, les licornes, les fées et ce genre de créatures, c'est horrible, vraiment ça leur fait peur. Ils en ont peur. Les histoires de licornes, c'est des histoires pour faire peur aux enfants quand ils sont petits. C'est exactement l'inverse que pour nous, les humains, vous voyez. Vraiment, j'adore ce genre d'univers totalement inversé. Et donc ici, dans ce tome, Amelia et ses amis vont chez les Yétis, qui vit dans une espèce de montagne, parce que la grand-mère de sa meilleure amie Yéti fête ses 250 ou 350 ans. C'est un chiffre absolument astronomique, parce que les Yétis n'ont pas la même notion du temps que nous. C'est-à-dire qu'un Yéti de, je sais pas, 45 ans, en fait c'est un bébé pour eux. Vous voyez, c'est à peu près ça. Et donc ils se retrouvent tous là-bas, ils font la fête, c'est sympa, c'est chouette. Et puis plus le temps passe, plus il y a des choses qui disparaissent. Des petits objets, parfois des sous-vêtements, ce genre de choses de la vie quotidienne où tu te dis bah je l'ai perdu, bah je l'ai perdu, bah je l'ai perdu, bah je sais pas où je l'ai mis, ah bah c'est pas grave, je chercherai plus tard, etc. Et en fait, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup d'objets disparus, beaucoup d'objets perdus. Et il n'y a pas vraiment d'enquête là-dessus, c'est juste que par la force des choses, avec d'autres événements qui se passent à la montagne, Amelia et ses camarades vont quand même finir par chercher ces objets et se dire que trouver tous ces objets, ça va peut-être les aider à comprendre ce qui se passe sur place, parce qu'il y a vraiment des événements assez bizarres qui se produisent. Voilà, c'est ça qu'on suit. C'est un livre jeunesse quand même assez gros par rapport à tous ceux que j'ai pu lire début septembre, mais on a pas mal d'illustrations comme ça, c'est tout en noir et blanc, mais j'adore cette saga, je la trouve absolument géniale. En plus, particulièrement pour l'automne ici, c'est quand même pas mal parce qu'il y a toute une histoire avec des citrouilles. Il faut savoir quand même que Amelia Fang a comme animal de compagnie une citrouille qui s'appelle Trouille. Je trouve ça absolument génial, vraiment je trouve ça trop cool. Et il y a vraiment un petit clin d'œil avec ces citrouilles dans ce tome là et j'ai trouvé ça vraiment cool. La thématique aussi abordée ici, c'est la thématique de l'amitié et de comment ça se passe quand t'as une meilleure amie depuis toujours, depuis que t'es petite, et que au début de l'adolescence tu te rends compte qu'il y a des centres d'intérêt qui toi t'intéressent et qui elle l'intéressent pas, et inversement, et du coup tu vas te rapprocher de personnes qui ont le même centre d'intérêt que toi, mais ça veut pas dire que tu quittes ta meilleure amie. Vous voyez, ce genre de nouvelle amitié, est-ce que ça remplace, est-ce que ça vient en plus, est-ce que... Voilà, franchement j'ai adoré cette thématique et la manière dont c'est traité ici. C'est peut-être un tout petit peu trop en surface, j'ai trouvé. J'aurais aimé qu'on y revienne, notamment sur la fin du livre, et qu'on conclue un peu ce truc là, et c'est un peu laissé en plan selon moi. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Franchement, j'adore cette saga. Je sais plus si le tome 6 a été traduit en français ou pas. Je suis quasiment certaine que la fin de la série n'est pas trouvable en français. Mais je vais quand même chercher parce que franchement, j'adore cette saga. Je la trouve trop cool. Et pour Halloween, vraiment, c'est parfait. Je répète.
Ensuite, j'avais décidé de faire Halloween un mois et demi plus tôt, puisque j'ai lu Zombies Army, le tome 3, un pour tous, tous pour eux, de Marie Pavlenko et Carole Trevor. Ici, on est ni plus ni moins que dans un cimetière où vivent les zombies. Au tout début du tome 1, qui démarre le jour de Halloween d'ailleurs, notre personnage principal qui est un humain et qui s'appelle Romain, qui doit avoir 10-11 ans par là, je dirais, découvre des zombies dans le cimetière d'à côté. C'est le vieux cimetière du village qui n'est plus vraiment utilisé dans le sens où il est plein, il est rempli, et donc les personnes enterrées là ont été enterrées il y a longtemps, et même s'il y a encore des descendants qui vivent dans le village, bon bah très clairement il n'y a plus personne qui va sur les tombes. Vous voyez, c'est des tombes qui datent. Et donc ils découvrent qu'il y a des zombies qui sont là-dedans, enfin qui sont dans le cimetière. Et peu de temps après, des machines débarquent à côté du vieux cimetière parce qu'on a décidé, les élus du petit village ont décidé de raser le cimetière et de construire quelque chose d'autre à la place. Sauf que les zombies vivent là et ils sont pas du tout d'accord de dégager, tu vois. En plus ils ne peuvent pas parce qu'il y a tout un système de magie assez bien expliqué quand même ici, et qui fait qu'ils peuvent pas déménager les zombies comme ça, en fait, c'est pas possible, tu vois. Donc ils déclenchent une espèce de guerre entre les humains et les zombies, alors que les humains ne savent pas que les zombies existent, à part Romain évidemment, qui est du côté des zombies et qui essaye de les aider, mais bon, c'est un petit garçon de 10-11 ans, hein, qui ne peut pas non plus faire des miracles, et donc c'est ça qu'on suit, toute l'évolution. On parle de pas mal de thématiques et d'évolution, puisqu'on parle de personnes enterrées il y a très 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 longtemps, on parle d'enfants morts de la tuberculose par exemple, il y a même un bébé malheureusement qui est enterré là, et donc qui est en mode zombie aussi, à vie, parce que c'est un bébé, vous voyez, il y a une duchesse, une comtesse, je sais plus quoi, un espèce de vieux magicien, enfin voilà, il y a plusieurs profils, plusieurs époques qui sont représentées dans les zombies et c'est vraiment cool, c'est vraiment génial. Et donc on a Romain, notre contemporain à nous, qui essaye de se démêler avec tout ça. Franchement j'ai adoré cet univers, j'ai trouvé ça absolument génial. Le suspense dans la fin du tome 2 était quasiment insoutenable. On reste en jeunesse donc c'est pas vraiment un gros suspense dans le sens où bon bah tu te doutes que l'autrice peut pas réellement faire ce qu'elle te laisse croire, mais c'est quand même assez bien fait pour que même en tant qu'adulte je me dise peut-être qu'elle pourrait s'en sortir en faisant ça quand même et en continuant l'histoire, tu vois. J'avais quand même un doute. Vraiment, donc j'avais quand même hâte de lire ce tome 3 pour avoir la fin de cette histoire, puisque du coup c'est une trilogie, c'est terminé. Bref, j'ai adoré, franchement j'ai trouvé ça trop cool. C'est illustré mais pas non plus tant que ça, et là je cherche, je vous le montrer en vlog, je sais, mais pour vous ça doit dater. Du coup je cherche parce que je sais qu'à un moment donné on a notre groupe de personnes illustrées, ou alors je confonds et c'est un autre... dans un autre livre, je suis en train de me dire que c'était pas là du tout. Bref, voilà, on a quelques illustrations et on a aussi les passations de chapitres qui se font comme ça, avec une illustration différente à chaque fois. Et franchement j'adore. Alors c'est illustré en noir et blanc comme ça partout tout le temps, mais je trouve ça vraiment cool. Oui je confonds, c'est pas du tout cette saga là où on a tous les zombies représentés, mais je crois qu'ils sont au début en couleur, je vais vous les montrer, ouais c'est ça. C'est ça, et on a aussi des vieux prénoms. Je sais pas si vous arrivez à les lire, mais donc on a Clodomir, Gerbert, Ingonde, Léocal, Hildegarde. Vous voyez, en fait, c'est des prénoms tellement vieux que personne n'a jamais connu des gens appelés comme ça, tu vois. Elle a pas choisi genre Marcel ou ce genre de vieux prénoms, ou je sais pas, Bernadette ou Albertine, tu vois. Albertine, c'est pas non plus ultra répandu, mais bah, tu peux connaître quelqu'un qui s'appelle Albertine, alors que Ingonde, bon, personnellement, j'avais jamais entendu, vous voyez. Enfin bref, je trouve ça absolument génial. De manière générale, j'adore Marie Pavlenko. Vraiment, ça fait longtemps que je l'ai pas lu en adulte d'ailleurs. Faudrait que je voie quel livre d'elle j'ai pas lu, parce que il y en a forcément au moins un. Donc vraiment, j'adore Marie Pavlenko, j'adore la jeunesse, et alors là, les deux combinés, c'est juste parfait. Et enfin, le dernier livre, c'est un peu un échec, et je vais pas continuer la saga si jamais il y a un tome 6, et je pense que je vais même me séparer des 5 tomes de cette saga. Donc c'est Aux douceurs enchantées, le tome 5, Les Madeleines du temps retrouvé de Aurélie Gerlach et illustré par Maude Béjon. Dans cette saga, on suit Candy, une jeune fille qui doit avoir, je sais pas, 9-10 ans par là, et qui au début du tome 1 apprend par sa grand-mère qu'elle est issue d'une famille de magiciens pâtissiers. En gros, elles font des pâtisseries magiques, et sa grand-mère va lui montrer, va lui apprendre tout ça. Il y a tout un héritage familial avec
tous ses ancêtres qui ont déjà fait ça avant elle, et Parfait la douceur, qui est donc son ancêtre qui a créé cette pâtisserie magique et qui est le premier à faire de la magie en fait. Et elle apprend aussi au fil des thèmes qu'il y a une grande rivalité entre les La Douceur et les Cabos. Donc les Cabos, c'est une famille de chocolatiers qui tient une chocolaterie en face ou pas très loin de la pâtisserie de la famille de Candy. Et historiquement, ils sont ennemis parce que Parfait la Douceur était ennemi de Marie-Praline Cabos. Donc sa contemporaine de l'époque de l'autre famille, vous voyez, ils sont devenus ennemis et du coup ça fait que de génération en génération, tout le monde est ennemi et les deux jeunes enfants de la génération de Candy, donc Candy et le arrière petit-fils de Marie-Praline Cabos, décident d'aller comprendre, d'aller voir ce qui s'est passé à l'époque pour comprendre pourquoi leurs familles sont ennemies jurées depuis tout ce temps et essayer de résoudre le problème, tu vois. Alors déjà on touche au voyage dans le temps, ce qui n'est pas un truc que j'aime, mais on est en jeunesse donc il y a pas mal de choses qui sont facilitées, c'est-à-dire qu'ils remontent dans le temps, ils vont changer plein de trucs, mais c'est pas grave, ça va rien changer pour le futur en vrai. Bref. Et en fait j'attendais beaucoup de ce tome là, vraiment, j'attendais vraiment l'explication de pourquoi ils sont ennemis, de qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et en fait, bah y a rien. Il n'y a pas tout ça. Vraiment, ils remontent dans le temps, ils voyagent, on t'explique vite fait qu'à l'époque de Parfait la Douceur et de Marie-Praline Cabos, le chocolat est pas du tout apprécié, c'est un truc extrêmement rare et donc c'est pas encore populaire comme ça peut l'être aujourd'hui ou dans les années qui vont suivre. Et donc Parfait la Douceur est en mode le chocolat c'est de la merde, j'aime pas le chocolat, blablabla. Et Marie-Praline est tout simplement pas là. Vraiment, elle n'est pas là, on ne sait pas où elle est. Et en fait vraiment j'ai pas du tout aimé la manière dont c'est traité, la manière dont c'est fait. Et puis alors Parfait la Douceur est absolument insupportable, enfin vraiment. Faire de Parfait la Douceur le responsable de cette rivalité, ça me dérange pas en soi. Mais là, il est imbu de lui-même et je sais pas, j'ai pas du tout aimé ce personnage-là. Et j'ai même pas aimé le détester, enfin vraiment il me laisse indifférente en fait. C'est pas je l'aime, c'est pas je l'aime pas, c'est mon pauvre gars quoi. Vraiment c'est ma réaction face à Parfait la Douceur. C'est illustré ici et j'aime beaucoup les illustrations. Je trouve ça très frais, très fun. Mais ouais, je sais pas. L'histoire, en fait, à la fin du livre, j'ai aucune réponse que je voulais. On ne sait pas pourquoi ils se sont engueulés, on ne sait pas quand ils se sont engueulés, on ne sait pas pourquoi ils ont autant de recul l'un envers l'autre. On a à peine quelques pistes et c'est tout en fait. Enfin, vraiment, j'ai pas compris le truc. Je suis ressortie de ce livre en me disant, bah, si je l'avais pas lu, c'était pareil, quoi. Après, de base, j'étais pas ultra fan de la saga, les 4 premiers tomes m'ont pas franchement convaincue. J'ai quand même été jusque-là parce qu'on parle de tout petits livres jeunesse, illustrés, écrits gros, etc., qui se lisent vite. C'est 60 pages à peine. Donc voilà, et on a des grandes illustrations. Je vais essayer de vous en montrer une du début plutôt, ça se voyera peut-être un peu moins. Voilà, on a ce genre d'illustration aussi. En fait, ce que j'adore, c'est les illustrations, mais le reste, bah, j'avoue que je suis pas très fan. Donc je pense que je vais arrêter de m'acharner avec cette série, ça sert à rien. J'espère, en fait j'attendais beaucoup de ce tome 5 et j'ai absolument pas eu ce que je voulais, donc c'est un échec. On finit sur un échec, mais j'ai quand même lu 13 livres en 13 jours début septembre, je n'en ai abandonné aucun. Je tiens quand même à le préciser, hein. Je les ai tous lus, je les ai tous terminés, donc c'est quand même pas si mal. Mais il y a quand même quelques déceptions, comme celui-là. Au milieu. Bref, je vais m'arrêter là pour cette update. J'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.